Bonjour à tous. Donc, je vais continuer à raconter un petit peu des choses sur les catégories et aujourd'hui, j'aimerais bien parler, de produits. Alors, je vais quand même, pour faire le lien avec le cours précédent, essayer de parler très, très rapidement du problème qu'on s'était posé. Donc le problème qu'on s'était posé, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, on va appeler ça recollement de fibres. Donc d'ailleurs, j'ai vérifié dans le MacLean. Ils appellent ça, un B-bundle. Alors, donc B, c'est un espace topologique. Heu, je ne sais plus si j'avais appelé ça B, j'avais peut-être appelé ça S. Je vais l'appeler S plutôt. S, c'est un espace topologique et dans l'exemple qu'on avait pris ensemble, lors du précédent cours, on avait pris toujours S égale à S1, le cercle, et on s'intéresse à la catégorie top, relative à S. Alors n'hésitez pas à poser des questions, si vous en avez. Donc petit rappel, qu'est-ce que c'est que la catégorie top relative à S? Eh bien, ces objets, c'est simplement les couples X, vers S. Donc S est fixé et X est variable, et P, le morphisme de X vers S, qui est donc une application continue, est aussi variable. Et les morphismes, c'est les flèches de X vers Y qui commutent avec les projections. Projection vers X, projection vers Y, donc le diagramme est commutatif. Et donc, on avait vu que si j'ai X vers S, un espace, au-dessus de S, donc ça, cette catégorie-là, MacLean, il appelle ça les S-bundles. Les S-bundles, ce que nous, on pourrait traduire en français, les fibrés au-dessus de S. Fibrés au-dessus de S. Et donc, on avait vu que si on a un tel objet, donc un fibré au-dessus de S, on va lui associer naturellement la famille de ces fibres. La famille des XB, pour B appartenant à S. Ça, c'est une famille d'espaces topologiques. Famille d'espaces topologiques indexée par les points de la base, indexée par S. Donc déjà, la première remarque, c'est que ce n'est pas indexé par l'espace topologique S, c'est indexé par l'ensemble sous-jacent à l'espace topologique S. Donc, on perd déjà une information topologique sur la base, et où XB est défini par, c'est la préimage, c'est l'image réciproque du singleton petit b par la projection ici que j'ai appelée P. Voilà. Alors, je vais prendre quelques exemples supplémentaires par rapport à ce qu'on avait vu lors du précédent cours. Je peux très bien, par exemple, si je prends U, un ouvert de S, eh bien, j'ai une flèche U, j'ai une flèche de U vers S, qui est simplement l'inclusion. Et comment on va représenter ça? Donc là, on va imaginer que j'ai ma base S, ici c'est S1, et on va imaginer que mon ouvert U, c'est par exemple cette partie-là du cercle. Eh bien, comment je vais représenter l'espace U au-dessus de S? Simplement, je vais imaginer que cette partie-là du cercle existe, et en revanche, au-dessus, j'ai quelque chose qui est vide. Comme ça. Et donc, ma projection, c'est simplement ici la projection verticale, entre guillemets. Et donc, on voit en particulier qu'on a aussi, par exemple, l'ensemble vide. L'ensemble vide, c'est bien un espace topologique au-dessus de S. C'est bien un S-bundle. Et le dessin, c'est simplement, j'ai en quelque sorte rien du tout au-dessus de ma base S1.
Voilà, l'application vide. Heu, voilà et donc le cas général pour reprendre un petit peu, ce que j'avais expliqué, la dernière fois, si je prends X infibré au-dessus de S, comment je vais imaginer ça typiquement? Typiquement, je peux prendre X est égal à S1 croix R, c'est-à-dire le cylindre et dans ce cas-là, bon, ben, X, je vais dessiner un petit peu plus proprement. Dans ce cas-là, X, c'est le cylindre et il est projeté au-dessus de la base. Il est projeté sur la base. S1 et la fibre, qu'est-ce que ça va être que la fibre? Eh bien, si je prends un point B appartenant à ma base, la fibre, c'est l'ensemble des points de mon espace initial qui se projettent sur la base. Voilà ce que c'est que XB. Et donc la question qu'on s'était posée, c'est peut-on, donc je sors les exemples, la question qu'on s'était posée, c'est comment reconstruire grand X à partir des données à partir des XB. Alors, c'est une question qui est assez délicate. On va imaginer qu'on a notre base S1 et donc ce que je sais, c'est que pour chaque alors je vais plutôt les prendre là. Pour chaque alors vais-je arriver? Non, je vais pas y arriver. Là, j'ai imaginé que j'ai B1 et j'ai B2 et j'imagine que j'ai mes 2 fibres. J'ai une première fibre ici, XB1 au-dessus de B1 et j'ai une deuxième fibre ici, XB2 au-dessus de B2. Et la question, c'est comment les recoller? Comment savoir, heu, ces fibres-là, à quel espace, elles appartiennent? Puisqu'évidemment, hem, on a un exemple important à avoir en tête, c'est que si je prends, la réunion disjointe pour B appartenant à S de R, ça se projette naturellement vers S. Allez, on va mettre S1. La réunion disjointe, ici, je peux la décrire explicitement comme l'ensemble des couples B, T avec T qui appartient à R et B qui appartient à la base. Et la topologie, bah, la topologie, c'est la topologie entre guillemets qui va être, voilà, on va avoir des droites qui sont discrètes les unes à côté des autres, plein de copies de R mises les unes à côté des autres, chacune étant indexée par des éléments de la base. Et donc ici, on obtient un S-bundle, un fibré au-dessus de S1. Et ici, au-dessus de chaque point de la base, j'ai des fibres, mais qui sont en quelque sorte discrètes les unes par rapport aux autres. Et donc, on voit que, ici, c'est un fait très important, c'est que les fibres de cet espace-là et du cylindre sont les mêmes. Et donc, je peux pas reconstruire l'espace total directement à partir des fibres.
Et donc, si je reprends ce que j'étais en train de dire précédemment, j'ai mon espace. On va dire que j'ai 2 points qu'on va imaginer proches. J'ai mes 2 fibres. Je vais les faire verticales ce coup-ci. Et la question, c'est comment je sais si ce point-là, il va être proche de ce point-là? Comment savoir si T1 est proche de T2? Et alors l'idée, je vais juste donner l'idée, mais je ne vais pas l'explorer. L'idée, c'est que je vais dire que T1 et T2 sont proches si je peux en fait trouver une application continue qui relie T1 à T2. OK. Si je peux trouver une application continue qui relie T1 à T2. Une application continue de la base vers l'espace. Donc l'idée, c'est donc on va prendre B et B' qui appartiennent à la base et qui sont proches. On va prendre un point X qui est dans la première fibre et un point X' qui est dans la seconde fibre. Et on a envie de dire que X est proche de X' si et seulement si il existe premièrement un ouvert de la base qui contient, un ouvert de la base, hem, il existe un ouvert de la base et il existe ce qu'on va appeler une section. On va noter ça ici S, S de U dans X. Donc ça s'appelle une section. C'est une section de P au-dessus, au-dessus de U, telle que telle que déjà, il me faut que les points de ma base appartiennent à mon ouvert en bas et telle que j'ai, eh bien, S de B égale X et S de B' est égal à X'. Voilà. Ça, c'est un petit peu l'idée de comment on peut faire pour reconstruire la topologie. Et donc, la seule donnée dont on aurait besoin, la seule donnée dont on aurait besoin pour faire cette reconstruction, dont on aurait besoin pour reconstruire X à partir d'XB. Alors, si j'ai que les fibres, je ne peux pas reconstruire X. Ça, c'est le contre-exemple précédent, donc il me faut une donnée supplémentaire. La seule donnée dont on aurait besoin pour reconstruire X à partir des XB, la famille des fibres, serait, eh bien, l'ensemble des applications U vers grand X. Alors, une section, ça veut dire que mon application U, donc là j'ai U, et je veux avoir une application, et évidemment, à B, elle associe un point de la fibre. Elle n'associe pas un point quelconque de l'espace. À petit b, elle associe un point de la fibre. À petit b', elle associe un point de la fibre. Donc, c'est ça qu'on appelle une section. Donc, l'ensemble. Et donc, section, ça veut juste dire que c'est compatible à la projection à la base.
Voilà, donc l'ensemble des flèches continues comme ça, avec U qui est un ouvert de la base. Voilà. Donc je récapitule. La question que j'avais posée lors de la précédente vidéo, c'était comment je peux faire pour reconstruire l'espace entier connaissant juste avec les fibres, quelle serait une donnée supplémentaire dont j'ai besoin. Et là, l'idée, c'est que, je vais dire que ces points vont être proches si finalement je peux trouver des applications continues. Alors, si je veux formaliser ça, je dirais que j'ai une base de voisinage en considérant l'ensemble des U qui contiennent. J'aurai une base de voisinage de B en considérant U l'ensemble des voisinages de B. Et ensuite, au niveau des fibres, je prendrai l'ensemble des images de toutes les fonctions continues passant par U. Donc voilà l'idée. Et je ne vous raconterai pas ça aujourd'hui, mais ça ne marche pas. Cette idée-là ne marche pas. Il y a des contre-exemples. Mais j'avais quand même envie d'en parler. Alors, Dis-moi, Colas, j'avais une ouais. question là-dessus sur cette notion de vouloir reconstruire avec une information partielle. Elle existe dans plein d'endroits des maths, en particulier tu sais, l'échantillonnage avec les séries de Fourier ou les choses comme ça. Mhm. On recolle cette théorie des catégories sur justement d'autres contextes dans lesquels ça Oui, apparaît. oui, Ah, clairement. ok. Ouais, ouais. Cette idée de données supplémentaires pour reconstruire l'espace, c'est quelque chose que tu vas parfaitement pouvoir intégrer, exprimer, formuler en termes de catégories. Voilà. J'ai pas trop de doute là-dessus. Alors, ça, c'était juste pour terminer le, on va dire, le thème que j'avais ouvert lors de la précédente vidéo. Et aujourd'hui, je voudrais parler de produits. Et donc, on va définir ce que c'est que. Donc là, l'idée, c'est simplement, j'ai une catégorie C, j'ai X et Y des objets de C. Et la question, c'est, on a envie de définir qu'est-ce que X croix Y, produit de X et Y. Dans C. Donc, a priori, ça serait un objet de C. Alors, évidemment, déjà, première chose, ça n'existe pas toujours. Premièrement, petit a, en général, le produit n'existe pas. En général, X croix Y n'existe pas. C'est pas parce que j'ai une catégorie et j'ai deux objets que la catégorie admet des produits. OK? Et c'est justement ça, on verra ça un petit peu plus tard, Eric. C'est justement ça le problème de la catégorie des corps. C'est qu'elle est très bien définie, ces objets sont les corps, ces morphismes sont les morphismes entre corps. Donc, par définition, un morphisme entre deux corps, c'est juste un morphisme d'anneaux entre deux anneaux qui sont des corps. Mais cette catégorie, on ne la considère jamais. Hein. À On cause peut de la ça. définir, mais elle admet même pas les produits. Et une catégorie qui n'admet même pas les produits, on la considère pas généralement. Si on est en train de construire une théorie où si on est en train de construire une nouvelle théorie telle que la catégorie des objets qu'on est en train de définir n'admet pas les produits, ça veut généralement dire qu'on est en train de faire fausse route. Donc, premièrement, en général, X croix Y n'existe pas. Alors, deuxièmement, je vais passer à la définition. Donc, définition, je vais considérer C une catégorie. Je vais considérer X et Y des objets de C. Et je vais considérer, alors un produit, ça ne sera pas juste un objet, ça sera un objet muni des deux projections. La projection vers le premier facteur et la projection vers le deuxième facteur. Maintenant, Mhm. donc, on considère Z, Px, Py, un triplet,
où Z est un objet et où Px est un morphisme de Z vers X et où Py est un morphisme de Z vers Y. Et on dit que ce triplet est un produit. On dit que ce triplet est un produit de X et Y. Est un produit de X et Y en C. Si et seulement si de définition, donc ce que j'ai défini, c'est cette phrase-là. Ce triplet est un produit de X et Y. Alors, ici, l'idée d'un produit, c'est que je vais donner la définition, puis on va l'analyser après. Si et seulement si. Pour tout objet T de la catégorie, et pour tout morphisme de T vers X, et pour tout morphisme de T vers Y, eh bien, il existe un unique morphisme phi de T vers Z, tel que le diagramme. Alors, allons-y pour... Donc là, c'est très important, le diagramme que je vais dessiner, c'est vraiment ça qui constitue l'essence du produit de deux objets. Donc, j'ai mes deux objets X et Y, dont je veux faire le produit. La question que je me pose, c'est comment je vais définir le fait que Z est un produit. Z étant muni d'une flèche vers une projection vers X et d'une projection vers Y. Okay. L'idée, évidemment, c'est que Z, c'est un peu comme si c'était l'ensemble des couples XY avec X qui est dans grand X et petit Y qui est dans grand Y. Et la projection Px, c'est un couple, je vais garder que la composante selon X. Eh bien, je vais demander qu'à chaque fois que j'ai un autre objet T et un morphisme vers X et un morphisme vers Y, celui-là je l'ai appelé F et celui-là je l'ai appelé G, eh bien, ces deux morphismes F et G se factorisent de façon unique à travers Px et Py. Donc là, on va mettre un pour tout T ici, pour tout F ici, pour tout G ici. Eh bien, pour toutes ces données-là, je vais avoir une unique factorisation. Il existe une unique application phi telle que ce diagramme-là commute. C'est-à-dire tel que ce diagramme-là commute. Alors, on va tout de suite regarder ce qui se passe dans la catégorie des ensembles. Ça, petit c, on va regarder dans la catégorie des ensembles. Alors, je ne l'ai pas noté comme ça, donc je vais garder mes notations. Dans la catégorie des ensembles, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais considérer X et Y deux ensembles. Donc, soit X et Y des ensembles. Et montrons que le triplet X croix Y, c'est-à-dire ça c'est le produit cartésien des deux ensembles, hein, je vais le noter, ça c'est juste le produit cartésien. La première projection, je vais l'appeler P1 et P2. Okay. Où P1 est défini, c'est l'application qui a un couple XY, associe sa première coordonnée, et P2 est défini de même. Et donc, montrons que ce triplet-là est un produit de X et Y. C'est un produit dans la catégorie des ensembles.
de x et y. Démonstration. Soit T un ensemble, et soit F une application de T vers X, et G une application de T vers Y. Alors, premièrement, une existence. Donc, on cherche, on veut montrer qu'il existe une unique application phi de T vers X croix Y, telle que, eh bien, F, ça soit égal à je fais phi et ensuite je projette sur X, et G, ça soit égal à je fais phi et ensuite je projette sur Y. Donc, existence. Eh ben, comment on va définir phi? C'est pas compliqué. Puisqu'on a une application F qui a un point de T associé à un point de X, et une application G qui a un point de T associé à un point de Y. Donc l'application phi, on définit, on pose phi qui va de T dans X croix Y et qui a une valeur petit t associe le couple f de t, g de t. Est-ce qu'on a bien f qui est égal à P1 rond phi? Bah oui, puisque si je prends l'image de petit t par phi, ça me fait le couple f de t, g de t. Et quand je projette ce couple-là par P1, ça me fait f de t. Et par P2, ça me fait g de t. Donc oui, on a bien trouvé une telle factorisation. Et unicité, eh bien, allons-y. Soit phi une application de t vers x croix y, qui a t associe phi de t, et tel que j'ai f qui soit égal à P1 rond phi, et G qui soit égal à P2 rond phi. On a donc, alors je vais me fixer un petit t dans grand T. On a, et on écrit phi de t, je vais l'appeler A virgule B. Et donc, d'après cette propriété-là, donc d'après les propriétés 1 et 2, d'après les propriétés 1 et 2, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai le fait que quand je fais phi de t et que je le projette selon la première coordonnée, c'est égal à f de t. Et c'est aussi égal à petit a. Et de même de l'autre côté. Quand je fais la projection sur phi de t, alors pourquoi, quand je fais la deuxième projection sur phi de t, c'est censé me faire g de t? Ça, c'est ce qui est demandé dans la définition du produit. Dans la définition du produit, on demande qu'à chaque fois que j'ai un ensemble T et une application vers X et une application vers Y, eh bien, j'ai une unique application qui fasse commuter tout ça. C'est-à-dire tel que G, ça soit phi puis PY, et F, ça soit phi puis PX. Donc, l'unicité, je veux bien montrer que si j'ai une application phi, je veux montrer qu'il existe une unique application phi qui fait tout commuter. Donc, je prends une application phi qui fait tout commuter, et je remarque que nécessairement, donc on obtient bien que phi de t, qui était égal par définition au couple AB, c'est bien le couple f de t, g de t. Et donc, c'est bien l'unique application dont on avait parlé tout à l'heure. Et donc, ça termine la preuve. Ça termine la preuve. Donc, le produit
cartésien de deux ensembles correspond à un produit dans la catégorie des ensembles. Alors, maintenant, ça c'était petit c, je crois, petit c dans ensemble. On va regarder dans d'autres catégories. Alors, on va regarder, par exemple, dans la catégorie des groupes. La catégorie des groupes. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, je prends G et G' de groupe et je cherche un groupe H plus deux applications P et P', telles que ça soit un produit. Je cherche H, un produit de G et G'. Ben, en fait, tout ce qu'on a fait auparavant fonctionne de la même façon. On prend H égale à G croix G', le produit cartésien des deux ensembles, muni de la loi produit, donc on considère le groupe produit, muni premièrement de P, qui est la première projection, deuxièmement de P', qui est la deuxième projection, et tous les calculs qu'on a fait auparavant fonctionnent parfaitement. Et ici, il faut bien vérifier que ça, c'est un morphisme de groupe, et c'est bien le cas. La projection sur G, c'est bien un morphisme de groupe, donc elle est bien définie. Morphisme de groupe. Donc, bilan, dans groupe, dans la catégorie des groupes, le produit usuel, enfin, le groupe produit est bien un produit. C'était petit d. Alors, petit e, on va prendre maintenant de même dans la catégorie des anneaux. Dans la catégorie des anneaux, qu'est-ce que c'est que le produit de deux anneaux? Eh ben, c'est l'anneau produit. Et ça marche pareil dans la catégorie des anneaux non nécessairement commutatifs. Je fais pareil, le produit de deux anneaux, eh ben, la loi produit additive, la loi produit multiplicative, ça marche exactement pareil. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Dans KEV, si je considère où K est un corps, la catégorie des K-espaces vectoriels, donc les objets, c'est les K-espaces vectoriels, les morphismes, c'est les applications linéaires. Alors, pareil, le produit de deux espaces vectoriels, ça sera l'espace vectoriel produit. J'ai bien, hop, une première flèche produit, hop, une deuxième flèche projection sur le premier facteur, projection sur le deuxième facteur, et toutes les démonstrations, ces deux flèches-là sont bien linéaires, et toutes les démonstrations marchent à merveille. Donc, pareil, on a encore ça. Ça marche encore. Est-ce qu'on peut voir ça dans d'autres catégories? Alors, est-ce que vous avez des idées d'autres catégories où on pourrait aller regarder ce que c'est que le produit? Eric ou Miguel, si vous avez des propositions. Eric. On avait vu avec les espaces topologiques, moi j'aurais bien aimé trouver une façon de prouver Tikhonov, donc les produits de compact et compact grâce à ça, mais on en avait déjà parlé, tu m'as dit que ça n'allait pas marcher si facilement que… Ouais, non. Vraiment, Claire. je pense qu'une des leçons qu'il faudra retenir de ces quelques leçons sur quelques cours sur la théorie des catégories, c'est que la théorie des catégories ne permet pas vraiment de prouver des choses. C'est plutôt un point de vue. Et de ce point de vue-là, par exemple, pour les mathématiciens comme, je ne sais pas, Grothendieck ou d'autres qui construisaient des théories, dès qu'ils construisaient une théorie, ils regardaient tout de suite la catégorie qu'ils obtenaient. S'ils se rendaient compte que la catégorie n'avait pas les produits, ils devaient modifier un petit peu leur définition des objets, éventuellement en les rendant plus généraux, de façon à avoir les produits. C'est exactement ce qui s'est passé pour la théorie des schémas, par exemple. Eh bien, Grothendieck a dû généraliser
les variétés algébriques à des objets qui étaient très, très, très bizarroïdes. Et donc, il autorisait dans sa théorie des objets qui étaient absurdes, limite. Mais en faisant ça, il permettait d'avoir une théorie qui était homogène. Et alors oui, j'ai des objets absurdes maintenant, mais au moins, la catégorie obtenue a des bonnes propriétés. Alors, oui, tout à fait, Eric. Dans la catégorie des espaces topologiques, c'est exactement pareil. Si je prends X et Y des espaces topologiques, eh bien, X croix Y, l'espace topologique produit. Espace topologique produit. Alors, je ne sais plus exactement, donc l'ensemble sous-jacent, c'est le produit cartésien. Donc, ensemble sous-jacent, dont l'ensemble sous-jacent est… Alors, je vais noter comme ça, l'ensemble sous-jacent. Bon, bah, c'est le produit cartésien des ensembles sous-jacents. Et la topologie, donc ça c'est la première chose. Et la topologie sur cet ensemble-là, on va dire sur le produit cartésien des ensembles, eh bien, c'est la topologie qui va être engendrée par les pavés. C'est la topologie engendrée par les rectangles. Donc, si je fais un dessin, là j'ai X en première coordonnée, j'ai Y, alors, pardon, oups. Voilà, j'ai Y en deuxième coordonnée. Et je vais prendre un petit ouvert, je vais prendre un ouvert U de grand X, un ouvert V de grand Y, et je récupère ici ce que j'appelle un rectangle, U croix V, et on prend la topologie engendrée par tous ces U croix V, et on obtient l'espace topologique produit. Et en fait, alors je ne vais pas le démontrer aujourd'hui, mais ce serait quelque chose qu'il faudrait peut-être, il faudrait ici mettre les mains un peu plus dans le cambouis, mais ça marche aussi. Ça veut dire que X croix Y, muni de la projection X et projection Y, est le produit de X et Y. Produit de X et Y. Et là, le réflexe que j'ai quand je regarde cet énoncé, c'est je me dis peut-être qu'au lieu de prendre cette caractérisation de la topologie, donc là, la topologie sur l'espace produit, j'ai dit que c'était la topologie engendrée par les petits rectangles. Et en fait, j'aurais vraisemblablement une autre caractérisation de cette topologie qui dirait que c'est la topologie la plus grossière qui rend Px et Py continu. Exercice. Je ne suis pas sûr du résultat, c'est que la topologie sur X, Y est la topologie la plus grande, au sens de l'inclusion, telle que la projection Px de X croix Y vers X et la projection Py de X croix Y vers Y sont continues. À mon avis, avec cette caractérisation-là, ça serait peut-être plus simple de démontrer ça. Voilà, je vois que le temps est bientôt écoulé. Peut-être d'autres idées de catégories? Donc, anneau non commutatif, cas espace vectoriel, topologie. Et donc là, même Ouais. en restreignant à une caractéristique fixée, on n'arrive pas à sauver la catégorie des corps. Ben non, parce que le produit de deux corps ne sera jamais intègre. Ouais.
puisque le produit de deux corps ne sera jamais intègre. Si tu as K et Ouais. L qui sont deux corps, on va dire de même caractéristique, Mm. alors K croix L, et ben dedans j'ai 1, 0 et j'ai aussi 0, 1 et le produit de ces deux éléments est nul, Mm. n'est jamais intègre. Alors, tu peux définir la catégorie des corps, rien ne l'empêche, mais c'est une catégorie, moi personnellement, je la vois très, très, très rarement passer. En particulier, elle admet pas les corps. Elle admet pas les corps. Elle admet pas les produits, pardon. Ouais. Donc, elle a peu d'intérêt, en fait. Mm. Elle a peu d'intérêt. Si tu voulais la remplacer par quelque chose, moi, je la remplacerais par exemple, les cas algèbres artiniennes. C'est quoi artinien déjà? Artinien, c'est ce qui va correspondre à un schéma de dimension nulle. Donc déjà, tu es obligé de t'autoriser le fait qu'il y ait plusieurs composantes connexes, puisque quand tu vas faire le produit de deux corps, Mm. tu vas obtenir. Donc, tu ne peux pas garder cette idée d'irréductibilité. Et donc, tu t'autorises des copies. Donc, ça fait un truc assez moche, mais c'est comme ça. Et c'est un peu comme si je regardais la catégorie des représentations d'un groupe G. Je pourrais me dire, ah ben non, je regarde juste la catégorie des représentations irréductibles. Oui, ok, tu peux regarder l'ensemble des représentations irréductibles d'un groupe G, mais du coup, c'est pas stable par produit, ce truc. Ça va être un peu pareil pour les corps. Tu t'autoriserais le truc le plus petit possible et éventuellement, tu pourrais Mm. regarder par exemple la catégorie des produits de corps. Mais c'est un peu trop ad hoc comme définition et tu Ouais. remplacerais un corps par typiquement un schéma, tu vois, un schéma de dimension Mm. nulle. Voilà. Je vais vous abandonner sur une question, mais on pourrait généraliser, c'est-à-dire passer des groupes aux monoïdes, passer des espaces vectoriels aux modules, et des choses comme ça. Oui, tout à fait. Ouais, ok. On en parlera la prochaine fois. On continuera à donner des exemples. Mm. La catégorie des monoïdes, la catégorie des modules au-dessus d'un anneau, des A-modules, la catégorie des ensembles ordonnés, etc. Tout ça, c'est des catégories qu'admettent les produits et les produits sont simples à définir. Ensuite, on jouera un deuxième jeu, c'est regarder ce que font les produits dans des catégories un peu plus inhabituelles. Un peu plus inhabituelles. Comme par exemple la catégorie associée à un ensemble ordonné. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement ici. Merci à vous. Super.